lors de la somptueuse pendaison de crémaillère de mon fils dans son nouveau manoir de 400 millions de roubles, il a saisi la courte pointe que ma femme, mourante, avait cousue à la main et l'a jetée dans la cheminée. Ce vieux chiffon miteux n'a pas sa place dans une maison comme celle-ci. Mon petit-fils de 8 ans restait là, regardant le dernier cadeau de sa grand-mère brûlée. Je n'ai rien dit. Je me suis approché de la cheminée, j'ai plongé mes mains dans les flammes et je l'ai retiré à main nue. 2 jours plus tard, la couturière, à qui je l'avais apporté, a découvert une poche cachée dans la doublure. Ses mains se sont mises à trembler. Monsieur, a-t-elle chuchoté, avez-vous la moindre idée de ce qui est cousu à l'intérieur de cette couverture? Bonjour et bienvenue. Mon nom est Evgraf Volkov. J'ai 71 ans, je suis un charpentier à la retraite de la banlieue de Tver. J'ai passé 43 ans à construire des choses de mes mains, des maisons, des meubles, une vie. Et debout dans ce palais de verre et d'égo appartenant à mon fils, je ne m'étais jamais senti aussi inutile. Arseny s'était surpassé pour cette fête. Le manoir, situé dans un quartier prestigieux de la banlieue de Moscou, était un monument érigé à la gloire de son salaire de chirurgien et de son orgueil. Lustre en cristal, serveur en gilet noir portant du champagne sur des plateaux d'argent, invité conduisant des voitures qui coûtaient plus cher que ma propre maison. Je portais ma plus belle chemise en flanelle, celle que Sérafima avait repassée la nuit avant de partir pour l'hôpital pour la dernière fois. Elle sentait le cèdre et les souvenirs. Papa, dit Arseny en m'apercevant à l'autre bout de la pièce. Son sourire était celui que les médecins répètent devant un miroir. Qu'est-ce que c'est? La couverture de Sérafima pour Savélie. Elle voulait qu'il l'ait. Sa mâchoire se crispa. Je voyais le calcul derrière ses yeux. Ce n'est vraiment pas l'endroit pour ça, papa. Grand-père. La voix de Savélie perça le bruit. Mon petit-fils de 8 ans, accouru des jambes fines, les yeux marrons de Sérafima et un sourire capable de guérir les cœurs brisés. C'est la couverture de grand-mère, celle avec les étoiles? Je m'agenouillai pour être à sa hauteur. Elle l'a faite pour toi, mon grand. Chaque point de suture. Savélie tendit la main, mais Éléonora apparut la première. Ma belle-fille de 36 ans, une blonde dont la beauté semblait coûter très cher à entretenir. Elle posa une main sur l'épaule de son fils comme une laisse. Savélie, mon chéri, c'est très vieux. Nous avons des draps en coton égyptien à l'étage. C'est bien mieux. Mais grand-mère l'a faite pour moi. Elle me l'a promis. Arseny s'approcha. Je sentis l'odeur d'un cognac coûteux. Papa. Sa voix baissa d'un ton, mais elle était assez tranchante pour que les invités proches se taisent. Maman est partie. Cela fait 2 ans. Tu ne peux pas continuer à venir avec ses affaires comme si elle était encore là. Ce n'est sain ni pour toi, ni pour Savélie. Sérafima voulait qu'il ait cette couverture, mais moi, je veux que mon fils ait ce qu'il y a de mieux. Arseny m'arracha la couverture des mains. Nous n'avons pas besoin de vieillerie artisanale faite par une femme qui a passé sa dernière année à coudre au lieu d'accepter la réalité. Il fit 3 pas vers l'immense cheminée en pierre où un feu décoratif crépitait derrière une vitre. Il ouvrit la paroi et jeta la couverture de ma femme dans les flammes. Le feu prit immédiatement un coin. Le tissu bleu et blanc commença à noircir et à s'enrouler. 40 ans de l'amour de Sérafima partait en fumée devant 60 inconnus. Savélie hurla. Ce n'était pas un caprice d'enfant, c'était le cri d'une blessure. Papa, non, grand-mère a fait ça. Elle me l'avait promis. Arseny se tourna vers ses invités avec son sourire de chirurgien imperturbable. Les enfants s'attachent à des choses étranges. Encore du champagne? Des rires nerveux éclatèrent. Certains invités détournèrent le regard. La plupart prétendirent que rien ne s'était passé. Je n'ai pas crié. Sérafima disait toujours, la colère gaspillée bruyamment est une colère gaspillée 2 fois. Au lieu de cela, je marchai vers la cheminée, ouvris la vitre, tendis la main et retirai la couverture à main nue. Le feu mordit mes paumes. La douleur était vive et honnête, rien à voir avec la douleur sourde que mon fils venait de m'enfoncer dans la poitrine. J'étouffais les flammes contre le sol en marbre. La couverture était endommagée, un coin brûlé, quelques pièces roussies mais l'essentiel avait survécu. Sérafima avait utilisé un rembourrage épais, un coton multicouche dense. Elle ne brûlait pas facilement. Elle construisait des choses pour durer, comme je le lui avais appris. Je regardais mon fils de 44 ans. Je lui avais appris à lancer un ballon, j'avais payé ses études, je l'avais conduit à ses entretiens à l'académie de médecine. Quelque part entre son premier scalpel et sa première Mercedes, je l'avais perdu. Ta mère a laissé à Savélie bien plus qu'une simple couverture, mon fils. Tu viens d'essayer de brûler l'héritage de ton propre garçon. Ses yeux se plissèrent. De quoi parles-tu? Je ne répondis pas. J'enveloppai soigneusement la couverture endommagée, là, serrée contre moi et m'agenouillai près de Savélie. Il pleurait dans la robe d'Éléonora,
mais elle ne le consolait pas. Elle vérifiait ses messages sur son téléphone. Ne t'inquiète pas, mon grand-père a sauvé la couverture, comme grand-mère le voulait. Je sortis. Derrière moi, j'entendis le rire d'Arsenie. Ce son me suivit jusqu'à ma voiture comme un chien errant. Le trajet de retour dura près de 2 heures, mais il parut une éternité. La couverture reposait sur le siège passager, dégageant une odeur de fumée et de chagrin. Mes mains pulsaient là où le feu les avait embrassées. Des brûlures au second degré sur 3 doigts. Je m'en fichais. Ma maison n'avait rien de spécial. 3 pièces, un atelier dans la cour, une cuisine que Séraphima avait peinte en jaune parce qu'elle disait que la nourriture avait meilleur goût dans une cuisine jaune. Elle avait raison sur presque tout. Je posai la couverture sur la table de la cuisine et passai mes mains sous l'eau froide. Tandis que la brûlure s'apaisait, un souvenir me frappa, comme un train de marchandises. 2 ans plus tôt, Séraphima était dans le lit d'hôpital que nous avions installé, dans le salon. Un cancer du pancréas de stade 4 lui avait tout pris, sauf son obstination. Sa voix n'était qu'un murmure, mais ses yeux étaient féroces. Evgraf, je veux que tu donnes cette couverture à Savélie. Pas à Arsenii, à Savélie personnellement. Promets-le-moi. Je te le promets, Sima. Mais, pourquoi ne pas laisser Arsénie la lui donner lui-même? Elle saisit mon poignet avec une force surprenante. Parce qu'Arsénie a oublié ce qui est important. Et s'il a oublié, il jettera tout ce qui lui rappelle qui il était. Cette couverture est la protection de Savélie, Evgraf. Il y a plus que de simples pointes de suture à l'intérieur. Tu comprendras quand le moment viendra. Promets-moi juste. Garde-la. Étonnez-la à Savélie. Elle mourut 4 jours plus tard, à 5h17 du matin, en me tenant la main, tandis que la pluie tombait sur le toit de cette maison qu'elle avait aimée, pendant 38 ans. Maintenant, je comprenais la première partie de son avertissement. Arsénie avait jeté la couverture au feu. Mais la seconde partie m'intriguait toujours. Plus que des points de suture. Une protection. Qu'avait caché Séraphima? J'étalai la couverture sur la table. Un motif d'étoiles bleues et blanches, sa spécialité. C'était une maîtresse dans son art, mais cette couverture était différente de ses travaux habituels. Elle était plus lourde, le rembourrage semblait inégal, plus épais dans certains carrés que dans d'autres, et le liseré, le long d'un bord présentait un étrange double pli. Séraphima, dis-je au vide de la cuisine, qu'as-tu donc cousu là, dedans? Le samedi matin, je me rendis chez une couturière nommée Feina. Elle était l'amie de couture de Séraphima depuis 20 ans. La cloche au-dessus de la porte tinta, Feina leva les yeux. Lorsqu'elle vit la couverture dans mes bras, son visage changea. Oh, Evgraf. Séraphima m'avait dit que ce jour pourrait arriver. Asitstoe. Feina passa ses doigts sur chaque couture. Elle s'arrêta sur l'étoile centrale, la plus grande. Le rembourrage ici n'est pas normal. Elle sortit un découseur. Le coton habituel fait un demi-centimètre d'épaisseur. Ici, il y en a presque 3. Séraphima ne faisait pas d'erreur. Elle ouvrit délicatement la couture, puis elle glissa sa main à l'intérieur et en retira une pochette en plastique, transparent. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers officiels, épais, avec des sceaux et des signatures. Feina porta la main à ses lèvres. Le premier document était un acte de vente pour 85 hectares de terrain au bord de la Volga, enregistré au nom d'un fonds fiduciaire pour Savélie Arsenievitch Volkov. La signature de Séraphima en bas, datée de mars 2019. Le deuxième document concernait un autre terrain adjacent au premier. Le troisième était une lettre d'un avocat confirmant la structure du fonds et sa valeur estimée. 140 hectares de terres riveraines d'élite, chuchota Feina. Sais-tu ce que valent les terres dans cette région aujourd'hui? Avec le boom immobilier, elle fit le calcul. Plus de 5 milliards de roubles. La pièce se mit à tourner. Autour de moi. Comment? Séraphima était infirmière. Nous avions vécu toute notre vie avec 2 modestes salaires. Feina trouva d'autres documents cachés dans les autres étoiles. À partir de 1986, 2 ans après la naissance d'Arsenie, Séraphima avait commencé à racheter de petites parcelles de terres abandonnées. 2 hectares ici, 3 là. Jamais plus que ce qu'elle pouvait se permettre avec son salaire d'infirmière. Elle avait trouvé un vieux fermier qui vendait son exploitation par morceaux. Séraphima avait acheté discrètement pendant 35 ans. La terre était restée vide. Pendant des décennies, jusqu'à ce que de grands promoteurs arrivent dans la région. Feina trouva encore une chose, une lettre écrite de la main de Séraphima. Mon cher Savélie, cette terre est à toi. Pas à ton père, ni à ta mère. À toi. Je l'ai acheté morceau par morceau pendant toute la vie de ton papa, en utilisant l'argent que j'économisais de mes gardes, en me privant du luxe dont je n'avais pas besoin. Si ton père chérit cette couverture, cela signifie qu'il se souvient de ce que je lui ai appris sur l'amour, le travail et la famille. S'il l'a jeté, c'est que l'orgueil compte plus pour lui que l'amour.
Alors, tu auras besoin de cette terre pour construire une vie qu'il ne pourra pas contrôler. Grand-mère t'aime jusqu'à la lune et aux étoiles que j'ai cousues pour toi pour toujours. Séraphima savait. Elle avait vu Arsenie devenir froid et arrogant. Elle avait construit un filet de sécurité pour son petit-fils avec des kopecks et des roubles qui s'étaient transformés en milliards. Ta femme, dit doucement Fena, était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Arsenie n'en a aucune idée. Il a essayé de brûler des milliards simplement parce que couverture ne s'accordait pas à son décor. Le lundi matin, je m'assis dans le bureau de Veronika Spaskaya, une avocate, spécialisée en succession. Elle étudia tout le dossier. Ces documents sont inattaquables. Savelli est le seul bénéficiaire et vous êtes nommé administrateur. Arsenie n'a aucun droit légal sur cette terre. Mais c'est là que ça se complique. Votre fils est endetté. Très gravement. Elle sortit un dossier. Le salaire d'Arsenie était d'environ 80 millions de roubles par an, mais ses dépenses dépassaient ses revenus par 3. Le manoir, les voitures, les clubs privés, il était endetté jusqu'au cou. De plus, il faisait l'objet d'une poursuite pour faute professionnelle. Arsenie aurait été en état d'ébriété lors d'une opération. S'il perdait, il perdrait tout, compris sa licence. Evgraf, si Arsenie apprend l'existence de cette terre, il fera n'importe quoi, prévint Veronika. Sa première cible sera vous. Il tentera de vous faire déclarer inapte. Il utilisera l'incident de la crémaillère, le fait que vous ayez plongé vos mains dans le feu comme preuve de votre folie. Nous devions agir vite. Veronika engagea Ruslan Gromov, un détective privé et ancien des forces spéciales. Ruslan rassembla en 3 jours un dossier qui donna la nausée. Arsenie transférait ses derniers fonds vers des comptes offshore. Il avait réservé des billets aller simples pour les îles Caïmans pour lui-même, Savelli et une femme nommée Christina, une représentante pharmaceutique qu'il fréquentait secrètement depuis 7 mois. Il prévoyait de quitter Eleonora, de prendre son fils et de disparaître. Ruslan récupéra les messages. Arsenie écrivait à Christina, billet confirmé. Savelli vient avec moi. Le gamin a un fonds de plusieurs millions. Séraphima a laissé quelque chose. J'ai besoin de contrôler ça. Mon fils n'emmenait pas Savelli par amour, mais parce que Savelli valait une fortune. Et ce n'était pas tout. Les rapports scolaires de Savelli mentionnaient sa peur envers son père. Le psychologue décrivait comment l'enfant tressaillait au bruit fort et demandait constamment si son travail était assez bien. Vise des enregistrements de caméra, Arsenie froissant un dessin de Savelli. Quand tu dessineras quelque chose qui mérite d'être regardé, alors tu me le montreras. Le téléphone sonna. C'était Arsenie. Je décrochais. Salut, papa. Écoute, pour la crémaillère. J'ai réagi trop fort. Mais tu ne peux pas traîner les vieux chiffons de maman indéfiniment. Tu vis seul. Te jeter dans le feu. Ce n'est pas rationnel. Nous avons regardé des maisons de retraite. De très bonnes. Je n'ai pas besoin de maison de retraite. Son masque tomba. Alors ne te mêle pas de mes affaires et arrête de remplir la tête de Savelli avec tes histoires. Je n'ai pas besoin d'un vieillard sénile qui sape mon autorité. Jette cette couverture, papa. Ou mieux, ne reviens plus du tout. Arsenie, dis-moi une chose, dis-je. Quand ta mère était mourante, tu lui as dit qu'un traitement expérimental n'était pas un investissement raisonnable. Tu l'as laissé mourir pour économiser 5 millions de roubles, puis tu as dépensé 400 millions pour cette maison. Le traitement avait 20% de chance de réussite. Je suis médecin. Je comprenais les mathématiques. La conversation est terminée. Les 9 jours suivants furent une guerre. Arsenie engagea un psychiatre pour me déclarer inapte. Mais ce médecin avait déjà des antécédents de faux rapports et Arsenie l'avait payé 7 fois son tarif habituel. Eleonora, ma belle-fille, essaya même de passer un marché avec moi. Je témoignerai contre lui, mais je veux la garde de Savelli et la moitié de ce que Séraphima a laissé. Je l'enverrai dans un pensionnat privé en Suisse. Ruslan appela à minuit. Arsenie avait changé les dates de vol. Il s'enfuyait. Veronika avait préparé la demande de déchéance de l'autorité parentale et de garde d'urgence. L'audience eut lieu à 10h du matin. Arsenie joua le rôle du fils aimant et inquiet, mais Veronika démolit sa défense. Elle présenta les preuves du pot de vin au psychiatre, les enregistrements des magouilles financières et la correspondance avec sa maîtresse. Le verdict de la juge fut brutal. Cette requête de la part du fils est une tentative cynique et calculée de prendre le contrôle de l'héritage d'un enfant, en abusant d'un parent âgé. La demande d'Arsenie Volkov est rejetée. Je renvoie ce dossier au procureur pour enquête sur la fraude et la diffamation. De plus, j'accorde la garde d'urgence de Savelli Volkov à son grand-père, Evgraf Volkov, avec effet immédiat. Arsenie fut emmené menotter. 1 heure plus tard, on m'amena Savelli. En me voyant, il courut vers moi. Grand-père, on rentre à ta maison,
On rentre à la maison, mon grand. Dans la cuisine jaune, avec la couverture de grand-mère. 3 mois passèrent. Savélie commença à dormir paisiblement. Il se remit à rire. Arsenie écrivit depuis sa cellule, exprimant des remords, « J'ai détruit tout ce que maman avait bâti. Je suis désolé de ne pas avoir été le fils qu'elle a élevé. » La confiance mettrait des années à revenir, mais pour le bien d'eux. Savélie, je laissais cette porte entr'ouverte. Nous avons fait don de 150 millions. Du fonds à une association pour enfants atteints de cancer, au nom de Serafima Volkova. Un samedi, Savélie me demanda, « Grand-père, pourquoi papa a jeté la couverture ? Au feu, ton père a oublié ce qui était vraiment important. Il pensait que les choses chères étaient mieux que celles faites à la main. Il a oublié que les choses les plus précieuses, l'amour, la famille, le temps ne s'achètent pas. » Cette nuit-là, je bordais Savélie sous la couverture de Serafima. Grand-père, cette couverture est la meilleure chose que je possède. Bien mieux que tout qu'il y avait dans la grande maison de papa. Parce que grand-mère l'a faite avec amour. C'est exactement ça. Grand-père, tu seras là demain ? Et après-demain. Chaque jour, mon grand. C'est une promesse. Il s'endormit avant que j'atteigne la porte. Je restais là, à le regarder. Respirer sous cette courte pointe pleine d'étoiles et de 35 ans de l'amour silencieux d'une femme. Serafima, chuchotage, notre petit-fils est en sécurité. J'ai tenu ma promesse. Ne laissez pas l'orgueil et l'argent aveugler votre cœur. Dieu nous donne des gens pour les aimer, pas pour les impressionner. Serafima comprenait cela. Elle mesurait sa vie non pas par ses titres ou ses voitures, mais par l'amour qu'elle laissait derrière elle. Chaque matin, Savélie se réveille en sécurité sous un ciel d'étoiles cousues, et c'est le seul héritage dont j'aurais jamais besoin. Sincerament, Evgraf Volko.